Birthday. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence proposée par Thiargo Gwenet dans le cadre du mois du breton Misbez Arbrezounek et animée aujourd'hui donc par Jean-Paul Beruyette. Cette conférence est à propos du livre Le breton, des dialectes à la langue écrite, relatif aux propositions d'Albert Bauchet, quant au breton d'aujourd'hui. Donc, la conférence sera présentée en français et durera 1 heure environ. Par la suite, vous pourrez poser vos questions par écrit dans les barres de commentaires sous la vidéo. Et Jean-Claude pourra y répondre, donc durant 1 demi-heure environ. Donc, je laisse maintenant la parole à Jean-Claude Beruyette. Merci. Bien, bonjour à tout le monde. Alors, bien sûr, c'est un peu frustrant parce qu'on ne voit pas les gens qui écoutent, mais on va faire comme si. On va donc parler de ce livre dans lequel j'ai rassemblé les propositions d'Albert Bauchet concernant le breton. Voilà, donc on va découvrir un peu une grosse partie de ces propositions. Et puis on verra donc à la fin de la conférence comment, s'il y a des précisions à apporter ou des points à revoir, etc. Alors, d'abord, juste pour vous dire que moi, je me suis intéressé au breton du point de vue vantais, parce que je suis né à Lorient, dans le Morbihan, donc c'est du vantais, mes parents sont de Languédic. Et puis, quand je me suis intéressé au breton, j'ai bien compris que le vantais, c'était une partie intégrante du breton. Il y avait bien sûr des différences, mais je voyais bien qu'il y avait c'était pas une langue différente, quoi, hein. Donc ça aussi, c'est très important parce que, certains pensent l'inverse, vont penser l'inverse à un moment. Un autre point aussi qui fait que je me suis intéressé un peu plus que les autres peut-être à ça, c'est que j'étais enseignant. J'ai essayé de transmettre la langue bretonne en classe, d'abord comme initiation et puis, après dans le cadre des classes bilingues. Et je me suis posé des questions pour savoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer les choses, notamment, par le lien entre l'écrit et l'oral. D'ailleurs, c'est le thème de ce bouquin, c'est le thème du travail d'Albert Bauchet, puisque c'était pour lui le problème de passer du breton parlé, et quand on dit du breton parlé, en fait, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs formes de breton, c'est toujours du breton, hein, mais il y a des différences. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que tout ça, pour trouver un écrit qui satisfasse au mieux tout le monde? C'est peut-être difficile de mettre tout dans une forme écrite, mais au moins on peut s'approcher d'une espèce de breton moyen, on va dire. C'était ça le problème. Et on va voir qu'il y a encore du travail à faire, bien qu'on ait pas mal avancé déjà sur cette affaire. Voilà. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet et j'ai pris cette citation d'Iwan Andy-Berdère qui était un vantais, et lui, par exemple, qui était vantais, il disait que la base de la langue littéraire devait être évidemment le Léonard classique. Bon, alors, c'est un point de vue, mais on se demande pourquoi il pensait comme ça, parce que quand on regarde la carte, vous voyez, le vantais, donc c'est cette partie-là, et le Léonnais, c'est là-bas, c'est à l'autre bout de la Bretagne. Alors évidemment, en disant qu'il fallait unifier le breton à partir du Léon, pourquoi pas, hein, mais d'abord, on a l'impression de dire que le vantais ne compte pas, mais en plus on oublie complètement la partie centrale là. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux, plus facile, plus consensuel de prendre par exemple le breton central dans la région de Carhaix pour faire ce travail d'unification, parce que il est quand même connu que plus on se déplace dans la zone du breton, c'est pas vrai seulement pour le breton, mais en tout cas pour le breton c'est vrai, plus on s'éloigne d'un point et plus on passe de ce qu'on appelle des isoglosses, c'est-à-dire on passe des limites linguistiques qui concernent certains mots. Alors, par exemple,
Et à partir dans cette partie, on dit une chose, dans l'autre, on dit une autre, ça évolue comme ça. Et plus on est éloigné du point de départ et plus les choses, disons, se montrent sous un jour différent dans la langue. Donc, si vous voulez, si on prend, par exemple, van, ici, un mot du vantais, et puis qu'on va jusque là-bas, on a de grandes chances d'avoir des modifications importantes. Si on s'arrête au milieu, ça peut être un peu plus central, voilà, du point de vue géographique comme du point de vue linguistique. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu une attirance pour le léonais, on va dire, qui était considéré, peut-être parce qu'il y a eu des travaux, notamment de Le Gonidec, au XIXe siècle, qui avait travaillé le breton à partir de son breton du Léon. Et ça avait sans doute influencé aussi le reste, bien que, comment dire, le vantais soit resté à part, et on comprend pourquoi, parce qu'il était bien sûr le plus éloigné. Alors Albert Baucher, moi je l'ai connu d'une façon incidente parce que j'étais dans une école un jour, après je suis trouvé à côté d'un professeur d'anglais là, à Saint-Jean-Brevelay, et puis il me dit: «Oh, je connais un prof à Beau là-bas, il est professeur d'anglais, il peut expliquer toutes les langues à partir du breton». C'était un peu C'était un peu court, mais ça m'avait fait un effet, et il s'est trouvé qu'après, je m'étais trouvé pour un stage au collège de Beau où travaillait Albert Baucher, puis on a fait connaissance comme ça. Et petit à petit, on a continué à se voir et à travailler ensemble, et on a comme ça fait, on avait créé une section, il était à Arfals à ce moment-là, et on a fait une section d'Arfals dans le Morbihan, et avec des cours de breton réguliers, des journées d'études, etc., y compris des stages, d'ailleurs des stages avec labo de langue, hein, qu'on a fait ça pendant une huitaine d'années. Il y avait une quarantaine de personnes qui suivaient ces activités-là, et au cours de ces réunions, Albert Baucher nous expliquait un peu le breton, et moi, disons que c'est grâce à Albert Baucher que j'ai compris la place du vantais, parce que l'avantage d'Albert Baucher, c'est que d'abord, c'était un professeur d'anglais, mais il connaissait l'anglais, il connaissait le breton, c'est sa langue maternelle, et il connaissait une vingtaine d'autres langues, et il connaissait, je ne dis pas toutes les formes de breton parlé, mais en tout cas une grande quantité. Il avait une mémoire qui le servait pour ça. Et il avait donc une vue du breton assez synthétique, et son esprit synthétique d'ailleurs le favorisait pour trouver des formes écrites, on va dire centrales, et qui pouvaient aussi intéresser les vantais, puisque les vantais étaient quand même un petit peu à part, quoi. Alors justement, on va voir un petit peu comment se situe le vantais à la fois du point de vue des vantais, et puis d'un certain autre point de vue aussi qui ne sont pas des vantais. On va voir, c'est intéressant de le comprendre, d'autant plus que je suis aujourd'hui avec Tiavro Juenet, autrement dit avec dans le centre en tout cas, c'est pas le centre tout à fait géographique, mais en tout cas le centre technique, je trouve pas le mot, du vantais. C'est là où se trouvait l'évêché. Souvent les dialectes étaient liés aux évêchés. Bien. Alors, voici par exemple un avis de 1732, celui de Grégoire de Rostronin, qui disait que le dialecte de Vannes, alors c'est écrit Vennes, noté, hein, Vennes comme Vénette, quoi, hein, et on prononçait sans doute Vannes, parce que vous allez voir juste après, on a changé l'orthographe. Le dialecte de Vannes devrait passer pour le meilleur, pour la raison que plus les mots d'une langue sont courts, plus une langue ou même un dialecte doit être estimé au-dessus des autres. Or, le dialecte de Vannes est le plus court de tous, sans contredire. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'était son point de vue. Pour Szilard de Kérampoul, qui avait fait aussi un dictionnaire, le breton de Vannes, alors vous voyez que c'était 1744, donc une dizaine d'années après, hein, on écrit Vannes. Le plus ressemblant à l'hébreu, vous voyez, le moins embarrassé, le plus énergique, par conséquent, breton de Vannes, le meilleur de tous les bretons, l'ancienne, la véritable langue celtique. Et on y va. Ceux-là, bien sûr, défendaient leur dialecte. Alors, l'abbé Lavenoux, qui était curé de Camors, avait fait un dictionnaire qui était basé sur le dictionnaire de Le Gonidec. Et à certains moments, il était énervé. Il n'a pas été édité, ce dictionnaire, à ma connaissance. Il existe en un exemplaire, l'exemplaire original qui est à Sainte-Anne-d'Auray.
Et en lisant les dictionnaires, il y avait des fois où, bien sûr, l'abbé Lavenoux rencontrait une quantité de mots qui ressemblaient bien sûr au vantais, puisque c'est la même langue, hein. Mais dans certains cas, il trouvait quand même que le Gonidec allait un peu loin, et là il disait Maître Le Gonidec se plaît décidément à défigurer les mots du dialecte de Vannes, c'est un fait. Là, il n'était pas content, on le voit. Pierre Le Goff, qui était donc aussi Vantec, a fait avec Augustin Guilvig la grammaire bretonne du dialecte de Vannes en 1902. C'était quelqu'un qui aurait bien voulu que le vantais soit intégré, bien sûr, dans le breton, mais il se rendait compte que ce n'était pas si facile que ça, puisqu'il dit on demande en général beaucoup de sacrifices au vantais, mais tout le profit d'un côté, toutes les concessions de l'autre. Il dit c'est un peu comme le mariage de la Bretagne à la France, quoi, voilà. Donc ça montre un peu les difficultés des vantais de se faire intégrer aux autres dialectes. Quant à René Leroux, alias Méven Mordian, lui, c'était pas compliqué. Il considérait que le vantais était quelque chose de complètement à part, une langue, mais secondaire, inférieure dans son ensemble, en tout cas pas du breton, quoi, en gros. C'est un point de vue, hein. Alors, Louis Sérieux, qui avait fondé la revue Diunam, il était un peu sur la même longueur d'onde que Pierre Le Goff. Et là, en 1932, il y avait déjà des tentatives depuis 1925, notamment avec Reparsemont, d'unifier les trois dialectes de l'Ouest, à savoir le léonais, le cornouaillais et le trégorrois. Et comment dire, et ces trois dialectes, si on veut, essayaient d'intégrer le vantais, mais peut-être en forçant trop, ce qui fait que des gens comme Louis Sérieux regrettaient un peu que tout était décidé déjà et qu'on n'avait plus qu'à se plier, quoi. Donc oui, c'était pas si simple que ça. Reparsemont, donc lui avait donc fondé Goualard en 1925 pour unifier les trois dialectes de l'Ouest, sauf le vantais. Et pendant la guerre, en 1941, il y a eu une réunion à Rennes. C'est cette réunion de Rennes pendant laquelle on a fondé le Peu-Rudevant, à savoir l'orthographe d'aujourd'hui. Et il faut savoir qu'en fait, cette réunion a été un peu, comment dire, suscitée par un officier allemand qui était un spécialiste des langues celtiques et qui se trouvait à Rennes et qui a dit, hein, c'était une lettre de Reparsemont, donc on peut penser que c'est vrai, Retour Robert van de Blegan Tamis du Duenet, autant dire, vous devez faire semblant de plier un peu au vantais, voilà. Donc, c'est-à-dire que faire semblant, c'est-à-dire montrer un petit peu, quoi, que vous faites attention au vantais. Mais Reparsemont n'était pas d'accord pour aller plus loin. Il considérait, lui, que le breton était suffisamment unifié comme ça et que les vantais n'avaient qu'à s'intégrer dans ce qui avait été décidé, point final. En tout cas, on est allé un peu plus loin puisqu'il y a eu le Peu-Rudevant qui a fait comment dire, il y a eu des avancées, des pas qui ont été faits pour tenir compte un peu du vantais. Juste un exemple, hein, en passant, l'article indéfini UN, par exemple, qu'on écrit UN aujourd'hui, s'écrivait EUN jusqu'alors, et on a écrit UN parce que le vantais dit UN, et c'est important parce que, comment dire, UN devrait se prononcer une, parce que si on dit un a peut s'écrire AN en KLT et comment dire, et UN en vantais. Donc ça veut dire que si je dis un, ça peut être l'adjectif, l'article défini ou l'article indéfini. Ça dépend dans le coin où on est. Donc c'est important quand même qu'on se comprenne bien. Donc il faudrait dire en et une, mais bon, c'est un des exemples de cette
donc la différence est écrite, si on veut, en est une, mais quelquefois on ne respecte pas la prononciation. Alors d'autres n'étaient pas non plus contents de cette unification de 1941 parce qu'ils disaient les trois départements n'ont pas à accepter la réforme absurde d'un troisième département qui ne parle pas la vraie langue celtique. Deux départements, pardon. Il s'agit des Côtes du Finistère et des Côtes d'Armor, bien sûr, qui parlent le bon breton, n'ont pas à accepter la réforme qui permet au Ventais de s'intégrer. Mais ce département, à savoir le Ventais, ne parle pas, le Morbihan ne parle pas la vraie langue bretonne, mais bien un dialecte. Donc, vous voyez, il y avait des conflits un peu pour ça. Et ce qui explique pourquoi, dans la mesure où on est toujours avec le Purundwan, pourquoi il y a peut-être des choses à proposer aujourd'hui, parce qu'on a un peu de recul, la situation a beaucoup changé, bien sûr, par rapport aux années 1940 et 1950. Et avec du recul, on peut peut-être voir les choses un peu plus tranquillement aujourd'hui. C'est ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'avait essayé de faire Baucher. Et c'est ce que je vais essayer de montrer. Alors, quelquefois aussi, il y a des choses un peu bizarres, mais bon, comme ce témoignage-là, l'un des facteurs de la débretonisation du pays nantais, c'est le manque de personnalité des Ventais. Alors voilà, je ne sais pas si c'est vrai, mais si on revient, comment dire, à la carte du début, ici, on voit bien que le Ventais, quand même, il a plus résisté à la poussée, comment dire, gallo-romaine au point de vue linguistique que en haut. Mais bon, donc il y a des points de vue quelquefois qui sont un peu raccourcis quand même. C'est un peu pour rigoler. Alors, on va continuer un petit peu. Et on va arriver ici donc au breton parlé, puisque c'est le thème du livre, de la langue parlée, enfin des dialectes à la langue écrite. Et on va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors d'abord, le breton, il faut savoir, on considère qu'il y a 4 dialectes. C'est un peu simplifié, parce qu'en fait, ces dialectes-là correspondent en gros aux évêchés. Il y a l'évêché il y a le cornouaillais, donc le léonnais, le trégorois et puis le ventais. En gros, c'est ça. Mais chacun des dialectes, de ces 4 dialectes, est lui-même divisé en sous-dialectes. Et pratiquement, dans chaque commune, il y a des différences avec la commune d'à côté, plus ou moins grandes d'ailleurs. Ce qui fait que le breton populaire est assez morcelé. Donc, c'était en partant de ce morcellement qu'il fallait trouver un écrit acceptable par tout le monde. Ce n'est pas une entreprise facile, parce qu'il faut pratiquement passer en revue tous les mots, un par un. Pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est beaucoup moins facile. Donc, c'est ce travail-là qui a été mené, disons, à 90%, c'est bon. Hein. Il resterait des améliorations à apporter. On va essayer de comprendre quand même comment se situe cette diversité et comment est-ce qu'on peut, ou comment est-ce qu'on a pu la simplifier. Alors, par exemple, un mot qui s'écrit aujourd'hui, mort et moer, on peut dire mort et non pas mort. Un mort, c'est de façon française, on dit je vais à l'armor en français, mais en breton, c'est narvour, on prononce un O fermé. Hein. Mais d'autres disent mour, par exemple. On n'écrit pas mour, on écrit mort parce que c'est plus général, disons mour. Pour le mot qui s'écrit K-I-G, il y a plusieurs prononciations, donc c'est la viande. Tout à l'heure, c'était mer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est de la viande. Et on peut dire kik, comme ça se prononce. Notez qu'on prononce K à la fin, même si on écrit un G. On peut dire chich, chik, chich ou choch. Alors évidemment, ceux qui ne sont pas habitués, qui voient kik et qui entendent choch, ils n'ont pas forcément ils font pas le lien entre les deux, entre le son choch et l'écrit kik. Mais c'est des habitudes, en tout cas, tout le monde écrit kik. Il n'y a aucun problème sur ce mot-là, curieusement. Et ce n'est pas un problème. Un autre qui est par exemple bugale, qui veut dire des enfants, on peut dire comme ça, c'est écrit bugale,
Bugari, Bujuli, etc. Il y a plusieurs prononciations possibles et tout le monde écrit Bugari, quoi, hein. Pour Petra, qui veut dire quoi, c'est pareil. Alors, elles ne sont pas toutes marquées parce qu'il y a une dizaine de prononciations différentes. Et Petra, Pra, Pte, etc. Bon, on écrit Petra, quoi, parce que si on veut, Petra explique bien comment dire, la composition du mot, ce que ne fait pas toujours, ou ne font pas toujours des formes comme pra, par exemple. On peut avoir des difficultés à comprendre d'où ça vient, alors que Petra est clair, hein. Quelle chose, quoi. Petra. Voilà, Pertra, Petra. Donc ça, ce sont des prononciations différentes pour un écrit qui est le même quand même. Quelquefois, ce sont les consonnes qui changent. Alors, par exemple, ici, on écrit Argir, la ville ou, ou le village, si on veut. Alors, on peut dire, à la place de Gé, on peut dire Dje, Dir, Argir, Argir, Arrier, oui, ça peut changer. Butum, le tabac, on peut dire Butum à la fin au lieu de Butun. Hentu, Hentau, ça peut devenir Henshu. Kwedu, Kwedo peut devenir Kwaju, et puis Péziou, Péziou, Pézio, Pézio, Péchou. Vous voyez que ça peut varier beaucoup. Quelquefois, par contre, ce sont les voyelles qui changent. Alors, un A peut virer à E, dans une arale devenir une RL. Méné peut être prononcé Mané. En vérité, on dit Mané, par exemple, mais on écrit Méné, hein. Là, c'est une proposition d'écrire Kénik, parce que jusqu'à présent, on écrit Kinik, hein, mais on écrit comme ça, comme c'est écrit là. Mais normalement, il vaudrait mieux écrire comme ça parce que ça fait le lien avec Kanik. On peut donc prononcer, Kénik peut se prononcer Kanik, un E peut passer à A, c'est le fait du français aussi. Quand vous dites femme, par exemple, c'est écrit avec un E, et pourtant on dit femme, vous voyez, par exemple. Et on a vu tout à l'heure l'exemple de veine, Vénès, veine, qui se prononce aussi van, c'est le même phénomène. Donc on aurait intérêt pour faire le lien entre les deux prononciations extrêmes qui sont kiniques, hein, ça veut dire proposer ça, hein, ou kanik. En écrivant kénique, on est à mi-chemin entre les deux formes. Oui. Alors que si on écrit kinique, on élimine carrément cette forme-là. Bon, un ou peut devenir u, Soudart qui veut dire un soldat peut être prononcé Sudart. Mon grand-père prononçait Sudart. Alors, il existe aussi des éléments comme le Z prononcé seulement dans le léon. Alors, dans le léon, ils disent par exemple Azeza ou Azezan, les Azeza dans le léon. On prononce le Z que j'ai écrit en rouge là, alors que les autres disent Azéan, par exemple. Azéan. Bemdé, Bemdés, ce Z-là n'est pas prononcé, sauf dans le léon. Les gens en général disent Bomdé, Bemdé. Dimézet, ça c'est du léon. Dimeyet, ce serait plus général. Guiriones, on peut dire Gurionné, la plupart des Bretons disent Gurionné. Même chose pour Carantes, Caranté, vous voyez, Neves, Neve et Nos, AD. Alors là, dans cette expression Nos, AD, vous avez les deux Z. Vous avez le Z qui se prononce partout comme Nos. Je vous signale que si je dis seulement le mot Nos, ça se prononce S à la fin, hein, Nos. Nos à D, et là, Nos à Deis en léonais, et autrement, Nos à D pour les autres régions bretonnes. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de disparités, et il faut trouver la forme écrite qui va essayer d'unifier tout ça. Il y a aussi une autre chose qu'on écrit. Alors, je parle là du breton parlé, mais en même temps, vous voyez qu'il est écrit, donc c'est un peu un mix entre les deux. Mais c'est difficile de faire autrement. Si on n'a pas un support écrit, on a du mal à entendre simplement les paroles. Alors, par exemple, le zeta, c'est un signe double, c'est une synthèse, si on veut. Quand j'écris B-R-E-I-Z-H, ça veut dire qu'on peut dire Breis d'un côté et Brer. Alors, il faut savoir que le H, c'est la partie morbihanaise, c'est le Vantais qui dit Brer. Alors, donc, quand on voit ZH, on peut dire le Z ou on peut dire le H. Donc, on va dire Breis ou Brer. Brezonek,
ici, ou Brehonek, et on écrit ZH parce que, pour simplifier, pour ne pas avoir deux mots différents, on synthétise avec Brezonek, écrit avec le ZH au milieu, qui permet de dire Brehonek si on veut. Même chose pour le mot chat, qui s'écrit avec ZH parce qu'on entend ou bien casse, ça c'est en KLT, hein, donc dans les trois dialectes, comment dire, coronoyais, léonnais et trégorois, et ou bien carenventais. Hein, voilà. Alors quelquefois, bien sûr, ça entraîne ça des erreurs. Il y en a qui se trompent souvent. Par exemple, il faut faire attention. Ici, vous avez un mot qui veut dire cuit, qu'on peut dire poisse ou puer. Attention, ce n'est pas la même chose que puis, qui est avec un Z simplement. Tout le monde dit puis. On prononce tous le Z de puis, donc il ne faut pas mettre un ZH là. Alors on dit puéran, poison, mais donc pour dire cuire, on dit poison ou puéran, puérin, mais tout le monde dit poison ou puisin, même, vous voyez. C'est-à-dire que s'il y a un ZH, il y a deux prononciations possibles, Z ou H, mais s'il n'y a qu'un Z, il n'y en a qu'une. Même chose pour la voix ici, mouis ou mouer. Mais si je dis mawis, tout le monde dit le Z final. Et quelquefois, on n'entend pas le A et on dit mouis. En 20, on dit mouis. Mais bon, il faut écrire mawis. Donc, c'est une gymnastique d'arriver à trouver la forme intermédiaire. Vous avez compris que c'est quand même pas quelque chose de simple, mais tout ça, c'est fait, on va dire. Je veux dire, à 90%, l'affaire est entendue. Alors, quelquefois aussi, il y a des variantes. Alors, c'est souvent d'ailleurs ce qui fait dire aux Bretons, ou ce qui faisait dire aux gens qui parlaient breton, ah oui, mais dans la commune d'à côté, ils ne parlent pas le même breton, parce que pourquoi? Parce que on utilisait un mot au lieu d'un autre, alors c'est pas le même breton. Bah, si, c'est pas parce qu'on dit par exemple voiture et que l'autre va dire bagnole que c'est pas le même français, c'est des synonymes, tout simplement. Alors voilà, voici ici une liste de synonymes, par exemple abarder ou ander l'après-midi. Ahoudé, abaoué, depuis, bout, c'est le verbe être, qui peut aussi se dire béza ou bézan, ou béant, tout simplement. Bépret, atao, d'Albert, d'Armat, tout ça, ce sont des synonymes. Alors, je les ai mis, ceux qui sont utilisés en vantais, parce qu'on est aujourd'hui à parler dans le Morbihan, je les ai mis en rouge. Hein. Tous les mots rouges sont utilisés en vantais. Les mots noirs, a priori, ne le sont pas. Douaré, par exemple, c'est égal à fesson. Alors, j'ai écrit douaré parce qu'il y a un mot vantais qui est un douéré, que j'ai écrit ici. Et Albert Baucher conseillait, c'est sans doute le même mot, mais la signification n'est pas la même. Hein. En vantais, un douéré, ça veut dire une nouvelle. Quand j'écris une nouvelle, une histoire, si on veut, douéré. Il y a d'ailleurs une revue vantaise qui s'appelait un douéré. Douaré, c'est une façon, une manière. Donc, on garde les deux, ça enrichit la langue. Un douaré, c'est la façon, façon, alors qu'un douéré, c'est un synonyme de kel ou kelo, keloir, qui veut dire des nouvelles, des nouvelles. Douéréo, ce sont des nouvelles comme un synonyme de keleir ou keloir. Fenecht, c'est le mot qu'on utilise dans le vantais, alors que par ailleurs, on dit prénecht. C'est une déformation de Fenecht qu'on voit bien par le gallois, parce que le gallois, justement, a gardé la forme qui est exactement la même que la forme gardée en vantais, Fenechtar. Alors, on va continuer un peu. Ça, ce qui est marqué, ce que vous voyez sur l'écran, là, ce sont les 4 règles, ça c'est très important, parce que dans les années 95, je me rappelle, 1995, je me rappelle avoir entendu Albert Baucher dire qu'il finalement il y avait 4 règles importantes en breton pour le breton parlé. Il me les avait énoncées, pas forcément dans cet ordre-là, mais il me les avait énoncées. Et elles sont dans cet ordre-là, qui est l'ordre le plus logique. L'accent tonique, taulmuer. Alors, l'accent tonique, c'est-à-dire quand on verra tout à l'heure en détail, c'est la syllabe sur laquelle on appuie
plus que sur les autres, dans un mot par exemple. Ça peut être dans un mot, mais quand le mot est dans une phrase, il peut se déplacer. Donc, mais c'est quand même l'accent tonique. Donc c'est la règle numéro un. Le deuxième point, c'est la longueur, donc hier der vogalen, la longueur de la voyelle sous l'accent tonique, dit Dan Tolmer. Ça, c'est très important parce que la longueur de la voyelle en breton, elle peut suffire à différencier deux mots. Ça n'existe guère en français maintenant, peut-être un peu pour vous donner une idée, dans le mot des pattes, les pattes du chien, et j'ai mangé des pâtes. Vous savez que maintenant les gens disent facilement j'ai mangé des pâtes, mais bon, moi j'avais appris à dire j'ai mangé des pâtes avec un A long et ouvert, et puis le chien a quatre pattes, pattes et pattes. On entend le A, un A long dans pattes et un A bref dans pattes, mais en breton, il y a beaucoup de mots comme ça qui s'opposent rien que par la longueur de la voyelle. Donc il faut savoir la percevoir, la sentir. Hein. Si je dis sonne, ça veut dire un son. Si je dis sonne, ça veut dire vertical, par exemple. Si je dis ronde, c'est une grenouille. Si je dis ronde, c'est une division. Donc c'est très important, mais il n'y a pas que ces deux exemples-là. La troisième règle, c'est la divoiradur, c'est la, comment on appelle ça, le durcissement, si vous voulez, la dévocalisation, j'ai cherché le mot, de la consonne en finale absolue. C'est-à-dire que si je prends une consonne en fin de mot, si je prends par exemple un D en fin de mot, il va se transformer en T. Je peux prendre l'exemple d'un prénom, par exemple Soisic. Soisic, qu'on écrivait CK, rappelez-vous, fut un temps, hein. Et maintenant, en breton, on écrit Soisic IG. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il y a une raison pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut dire Soisig, comme on dit, par exemple, en français, la garrigue. Non, on dit quand même Soisic. Et c'est ça qui est important. C'est une règle qu'il faut connaître quand il n'y a pas de liaison, quand le mot se termine devant un point, par exemple, ou quand on termine une phrase, quand il y a un silence, eh bien, les consonnes voisées on les verra tout à l'heure en détail, comme B, par exemple, B, deviennent P. Et là, dans Soisic, c'est un G, eh bien, on va entendre K. Et c'était quelque chose de fondamental, parce que si vous regardez, si vous avez souvenir des noms de lieux, comme Mériadec par exemple, Plabennec, etc., c'est toujours écrit avec EC, alors qu'en breton, on les écrit aujourd'hui EG, mais la prononciation est correcte avec le C. C'est pas parce qu'on écrit Plabennec avec un G qu'il faut dire Plabenneg. Il faut continuer à dire Plabennec, hein. C'est une règle fondamentale du breton. Alors, j'ai mis une séparation entre les trois premières et la quatrième règle. La quatrième règle, ce sont les liaisons, tout simplement parce que les trois premières se rencontrent dans les mots et les liaisons, c'est avec d'autres mots. Donc, les trois premières peuvent se trouver tous les trois dans un mot d'une seule syllabe. Si je dis, par exemple, taat, qui veut dire père, bien vous avez l'accent tonique sur la seule syllabe qui existe, bien sûr. Vous avez un A long devant un D, et le D final, on écrit un D parce qu'on dit ta'adik, ta'adou, ta'adou, on écrit T-A-D, eh bien, ce D final va se prononcer T parce qu'il n'y a rien derrière, parce que c'est en finale absolue. Et donc, rien que pour une syllabe, il y a trois règles. Donc, il faut bien sûr maîtriser tout ça. Et par contre, si je passe en liaison, si je mets ce mot-là, ta'at, dans une phrase, et je dis antade, c'est le père, antade, là le D va être prononcé en liaison, on va l'entendre dans la liaison, alors que dans la finale absolue, il va devenir T, vous voyez, c'est une gymnastique permanente. Ça, c'est quelque chose que donc Albert Bochet avait rassemblé, c'est des règles qui étaient déjà connues et sont en tout cas les trois premières étaient recensées dans les grammaires, mais moi, c'est la première fois que j'entendais quelqu'un dire que ces trois règles-là avaient comment dire,
étaient en synergie, ça veut dire qu'elles étaient dépendantes l'une de l'autre. Et la quatrième, bien sûr, dès qu'on fait des phrases, elle s'inscrit aussi dans ce corpus. Malheureusement, les liaisons, donc la quatrième règle, n'a pas été, il faut savoir, elle n'a pas été enseignée en breton. Très curieusement. Ça commence à se faire, mais elle n'a pas été enseignée, et je pense que c'est ça la raison, tout simplement parce que dans les grammaires françaises, on ne parle pas des liaisons. C'est assez drôle, mais on n'en parle pas des liaisons. On considérait sans doute que les liaisons étaient quelque chose qui était acquis dans la famille, et puis éventuellement à l'école maternelle, et puis il ne restait plus que quelque chose à régler en primaire. En tout cas, dans les grammaires françaises, on ne parle pas des liaisons. Vous n'aurez qu'à regarder si vous voulez. Moi, j'avais regardé ça de près, et sans doute que quand on a fait des grammaires bretonnes, on s'est inspiré des grammaires françaises, et on n'a pas du tout pensé aux liaisons, puisqu'elles n'étaient pas marquées dans les grammaires françaises. Or, les liaisons, il faut le savoir, elles sont plus nombreuses. Elles sont plus nombreuses que les mutations. C'est du même tonneau, hein, c'est du même, ça c'est pareil, c'est un changement de consonne. Les mutations sont en début de mot, les liaisons sont en fin de mot, mais comment dire, c'est exactement le même phénomène. Moi j'avais compté, il faudrait faire des comptages plus précis peut-être, moi j'avais fait une estimation un peu vite. À un moment, j'avais trouvé qu'il y avait 5 fois plus de liaisons que de mutations, mais même s'il y avait simplement 2 fois plus, ça vaut le coup qu'on se penche sur la question. Alors, on a au début, tout à l'heure, parlé de l'accent tonique. Alors, c'est une vraie question qui nous a longtemps travaillé, Albert Baucher et moi, parce on considère, si vous voulez, qu'en question d'accent tonique, c'est quelque chose qui est connu. Il y a en gros 3 sortes d'accentuation en breton. Dans le léon, on peut considérer que l'accentuation, elle est sur l'avant-dernière syllabe. Si par exemple, je prends ici le mot logoden qui veut dire souris, ce serait logoden, on appuie sur l'avant-dernière, donc sur go. Par contre, en vente, on a tendance à appuyer sur la dernière, logoden. Sur logoden, Dieu le met sur logoden, on appuie sur la dernière. Sur logoden, logoden. Voyez. Alors ça, ce serait la prononciation léonarde, et celle-ci plutôt vantaise. Et entre les deux, dans la région de Cornouailles, en gros au milieu, il y a une espèce de flou artistique qui fait que de temps en temps, c'est la prononciation, disons, l'accentuation sur l'avant-dernière syllabe qui joue, dans d'autres mots, c'est la dernière. Bon. Alors c'est une vraie question parce que le travail de Baucher, et le mien aussi, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour enseigner le breton aujourd'hui. On ne va pas enseigner le vantais, on ne va pas enseigner le léonais, on va enseigner le breton, parce que le breton, c'est justement la synthèse, c'est ça la question, c'est la synthèse des 4, minimum des 4, que je vous ai dit qu'il y avait encore des sous-dialectes, mais en tout cas, globalement, on va dire que c'est la synthèse des 4 dialectes, il n'y a pas de raison de laisser le vantais de côté. Alors c'est un problème parce que si jamais vous avez un prof, vous savez que maintenant les professeurs sont formés par les mêmes organismes, ils ont à peu près tous la même formation, c'est le même breton qu'ils apprennent à quelque chose près. Il y a très peu de vantais, il faut dire ce qu'il y a maintenant. Les professeurs qui viennent, très peu qui parlent vraiment vantais, et qu'il y a une tendance à l'uniformisation, en tout cas à l'unification, qui peut parfois être l'uniformisation. Et donc, en tout cas, il y a un problème avec l'accent tonique, parce que si vous avez, par exemple, quelqu'un qui vient une année dans une classe et qui va avoir un accent, à condition déjà qu'il ait la bonne accentuation bretonne, parce que ça, c'est pas encore gagné, c'est souvent l'accentuation française qui domine, mais admettons que quelqu'un a une accentuation bretonne, il va dire logoden. Si l'année d'après, c'est quelqu'un qui parle comme en vantais, il va dire logoden, ça peut poser problème, surtout si on ne prononce pas la dernière syllabe. Parce que si on appuie trop sur l'avant-dernière syllabe, eh bien, on n'entend plus la dernière. Ça existe, par exemple, ober, qui veut dire, c'est le verbe faire. Si je dis ober,
à la limite, au bir, on va s'y retrouver. Mais si je dis or, en Dornstrasse, alors là, on n'entend plus la fin, donc on ne va pas comprendre, quoi. Donc si on prononce l'avant-dernière, il faut quand même dire aussi la dernière. Alors ça, c'est vrai, par exemple, pour un mot ici, et je vois qu'on n'a pas gagné du tout la partie pour les Vantais. Je m'adresse ici surtout aux Vantais, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Reparsemont avait écrit dans le dictionnaire, donc Purunvan, Ammonen. Pourquoi Ammonen alors qu'on entend souvent Ammon, parce que l'accentuation étant en qualité beaucoup sur l'avant-dernière, le N a tendance à disparaître. Donc on va dire Ammon. Le N on n'entend plus, Ammon. Mais Reparsemont avait écrit Ammonen, parce que les Vantais, eux, ils disent Ammonen. Il y a plusieurs façons, hein. Ammonen, Ammonien, etc. Tout n'est pas là. Mais en tout cas, on entend le N fort, puisque c'est le N qui est prononcé. Donc si on écrit Ammon, le Vantais est carrément évacué de l'écrit. Et est-ce que c'est normal? Non, on peut très bien écrire Ammonen. Bon, à la limite, on peut dire Ammon, mais bon, on pourrait aussi très bien dire Ammonen, et tout le monde serait content. Vous voyez? Parce que Ammonen, ce n'est pas la façon vantaise. En Vantais, on ne dit pas Ammonen, on dit Ammunen, 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 etc. Donc Ammonen, déjà, les Vantais font un effort. Mais si maintenant tout le monde dit Ammon, et moi j'ai vérifié dans les stages, quand je fais des formations, je demande comment vous dites du beurre en breton, là, j'ai toujours entendu dire Ammon, donc exit de Vantais, quoi. Bah, il serait temps que les Vantais se réveillent là-dessus. En tout cas, moi, je pense qu'on devrait se battre pour garder la forme écrite Ammonen et enseigner Ammonen, parce que si on enseigne Ammon, il n'y a effectivement aucune raison d'écrire EN et on évacue le Vantais, alors que le mot complet, c'est Ammonen. Alors, on passe au breton écrit, mais vous avez bien vu que les deux sont liés déjà. Ça, c'est un petit regard sur l'histoire. Donc, je ne remonte pas avant 1941, puisqu'on parle du breton unifié, ça commence en 41. Le Purunvan, qui veut dire complètement unifié, une vente, c'est unifié. Et malheureusement, c'était pendant la guerre, sans doute fait un peu rapidement. Pour ces raisons-là aussi. Et les Vantais n'ont pas été convaincus. Ils ont continué à écrire comme faisait l'OSRIE dans la revue d'IUNAM. Il faut dire que ça n'a pas marché. Alors, même dans l'espace KLT, les gens n'étaient pas non plus contents du Purunvan parce que certains, on a vu, par exemple, Meven Mordierne disait le Vantais, c'est pas du tout du breton, c'est une langue inférieure dans son ensemble. Donc, dans l'espace KLT, des gens pensaient qu'on ne pouvait pas intégrer le Vantais au breton KLT. Donc, il y a eu en 1955 une autre orthographe qui est venue sur le marché, c'était le Skolveurek ou Skolveuriek, qui veut dire l'universitaire, et qui a été mise au point notamment par le François Falhun. Et cette orthographe n'est pas une orthographe unifiée, puisqu'elle proposait d'un côté le KLT, alors là c'était bien sûr unifié pour le KLT, mais par contre, ce système rejetait le Vantais dans son orthographe traditionnelle. Donc, ce n'était pas une orthographe unifiée. Alors, pour essayer de mettre de l'ordre un peu dans tout ça, dans les années 71-75, il y a une commission qui s'est mise en place, qui a duré quand même, vous voyez, 4-5 ans, pour essayer de mettre un peu d'ordre, parce qu'on trouvait que ça faisait effectivement désordre d'avoir deux orthographes, sinon trois, puisqu'il y avait le Vantais, il y avait le Purunvan qui fonctionnait, il y avait le KLT là, le Skolverek KLT, puis il y avait le Vantais à part, ça faisait au moins trois orthographes, donc il fallait mettre de l'ordre. Et les gens qui ont travaillé sur ces sujets-là avaient presque réussi, et ça a foiré. Ça a complètement foiré parce que sous prétexte, alors je pense que c'est un peu un prétexte quand même, c'est dommage, mais il y a eu un livre qui est paru, que c'était l'assimile de Breton, le Breton sans peine, qu'avait écrit Fonge Morvanou à l'époque. Et Morvanou a fait sans doute une erreur aussi, il a intégré dans les travaux n'étaient pas finis, les travaux de la commission n'étaient pas terminés, il restait encore quelques points à régler.
Et Fange Morvanou a décidé, si on veut, d'inscrire dans la simile des choses qui n'étaient pas tranchées. Or, il a mis notamment le 2S, je vais pas vous expliquer pourquoi, ce serait trop long, mais il a introduit le 2S, et ça n'a pas marché, et la commission a explosé. Et donc, du coup, après, bah, au lieu d'avoir une orthographe, bah, il y en a eu, on va dire, il y en a eu quatre, puisque le Perunvan a continué en l'état, le Skolverek KLT a continué en l'état, le Vantais traditionnel a continué en l'état, et il y a eu une autre orthographe avec les deux S, l'interdialectal, qui a été créé. Donc, vous voyez, c'était vraiment un fiasco complet. Alors, depuis, ça s'est un peu tassé parce que, je vais vous expliquer pourquoi, le Perunvan continue, il est devenu officiel en 2009 dans les écoles d'Iwan, dans les écoles publiques et puis catholiques, c'est le Perunvan qui fonctionne. L'interdialectal a pratiquement disparu de la circulation, le Skolverek aussi. Alors, il reste un peu de Vantais traditionnel, mais en gros, on va dire que c'est le Perunvan qui a maintenant la main, qui tient le haut du pavé. Voilà, et c'est là-dessus qu'on travaille, c'est là-dessus que Albert Brochet travaillait, c'est là-dessus aussi que je travaille. Donc, toutes les propositions concernent le Perunvan. Alors, juste quelque chose pour vous expliquer un peu comment on peut passer comment on peut tenir compte de l'accent tonique dans l'écriture. Ben, on a vu tout à l'heure Amanen, il faut prononcer, il faut garder viable la dernière syllabe pour que tout le monde s'y retrouve. Amanen, hein. Logoden, Ober, on peut très bien, les Vantais aussi peuvent se mettre à prononcer sur l'avant-dernière syllabe, c'est pas un problème. J'essaie de faire comme ça maintenant quand je parle breton, c'est vraiment pas un problème, hein. Ça passe parce que les Vantais sont habitués aussi, il faut le dire, à l'accentuation sur l'avant-dernière. Quand ils disent par exemple savet, ils appuient sur l'avant-dernière. Tous comment dire, les participes passés sont appuyés sur l'avant-dernière. Mais il y a d'autres mots qui sont appuyés sur l'avant-dernière, comme labour, bara, etc. La plupart du temps en Vantais, on dit bara. Rarement bara, ça arrive, mais c'est rare. Alors, l'exemple de Martelout est intéressant, je vous explique pourquoi, parce que c'est pour essayer de faire la synthèse, justement, entre deux accents toniques. Par exemple, en qualité, on dit marteau, donc le O est important, c'est ça qu'on entend quand on appuie sur l'avant-dernière syllabe, marteau, on entend to. Les Vantais, par contre, ils disent martelot, ils entendent le O final. Et ben donc, ça veut dire qu'on entend ou bien le to ou bien le lot. On écrit marteau. On peut très bien dire marteau tout le monde, mais on écrit O ici. On ne va pas y mettre un E ici, par exemple. On va pas écrire martelot, comme l'écrivaient les Vantais dans le temps, parce qu'il faut tenir compte de l'accent sur to aussi. Donc voilà une forme qui est, comment dire, intermédiaire, qui est standard, qui est la bonne forme, hein. Le mot laabous, qui veut dire l'oiseau, et l'autre lapous, qui veut dire l'oiseau, montre aussi l'importance ou l'influence plutôt de la consonne qui suit. Vous voyez un A devant, donc on appuie sur l'avant-dernière syllabe, donc sur la, dans les deux mots. Ici, il y a un B, une consonne sonore, on va mettre un A long, c'est la signification des deux points. Par contre, devant un P, qui est une consonne qui n'est pas sonore, elle ne fait pas vibrer les cordes vocales, eh bien, on va avoir un A bref, donc la bousse et la pousse. C'est comme ça que fonctionne le breton. Le problème du Perunvan, on y est avec cette diapositive. Et c'est là-dessus qu'il faudrait changer ça assez rapidement parce que ça induit des mauvaises prononciations. Il faut remonter pour comprendre l'histoire à Gylvig Le Goff, c'était la grammaire bretonne du dialecte de Vannes en 1902, parce que la règle qui existe en Perunvan aujourd'hui, elle date de cette époque. Sauf que, à cette époque, en 1902, on ne savait pas quelque chose que je vais vous expliquer. Et maintenant, on le sait. Alors, on pourrait dire, vous savez, pendant très longtemps, on a dit que la Terre était plate, parce qu'on ne savait pas qu'elle était ronde. Mais maintenant, dire qu'elle est plate, c'est un peu ridicule parce qu'on sait qu'elle est ronde. Et bien, pour l'orthographe, là, pour les consonnes finales des mots bretons, c'est la même chose.
On ne savait pas en 1902, il y a une règle qui a été comment dire, élaborée ou décidée à cette époque-là, mais maintenant on sait elle est mal, elle a été mal, comment dire, établie et il faudrait justement la corriger. Alors, en 1902, il n'y avait pas de problème, tout le monde écrivait Tad avec un D, donc Tad ça veut dire père, parce qu'on dit Tadik, Tadou, Tadou. Hein, Tadik, ça veut dire papa. Tadou, c'est des pères, c'est le pluriel. Tadeler, la paternité. On entend un D à chaque fois, vous voyez. C'est exactement comme en français. On écrit petit avec un T à cause de petitesse et grand avec un D parce qu'on dit grandeur. Voilà. C'est pareil en breton. Respecte, on écrit avec un T parce que le verbe respecter se dit respecti, respectagne. On entend un T. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. En 1902, tout le monde était d'accord là-dessus. Seulement, il y avait un problème avec, comment dire, avec d'autres mots. Alors, en 1902, on avait dit les substantifs, les noms communs, les noms propres, s'écrivent selon la dérivation. Donc, si on entend un D dans la famille des mots, du mot ta, tadik, tado, on va mettre un D. Si on entend un T dans respect, par exemple, respecti, on va mettre un T. Ça, c'était d'accord. Et la difficulté, enfin, l'erreur a été de dire pour toutes les autres espèces de mots, donc tout ce qui n'est pas nom commun, nom propre, on écrit toujours peut que ce cheveu à la fin des mots. C'est pourquoi on écrit aujourd'hui, on peut répondre pete, évite, bloat, guac, rac, huic, brasse, penos, pérac, caout, selette. Vous voyez, c'est toujours avec des te, des que ou des se, etc. En général, on trouve d'ailleurs te que ce plutôt que les autres. Et ça, c'est une erreur. Alors, pourquoi c'est une erreur? La première raison, ça pourrait être les voyelles. Parce que si j'écris évite, par exemple, le mot pour, évite, avec un T. Normalement, quand on fait une liaison, on doit dire, devant une voyelle, ça devient D, évidendut. Si j'écris un T, j'ai des grandes chances d'entendre évitendut. C'est souvent ce qu'on entend, parce que évite, ça ressemble au mot français petit. Et on dit petit enfant, donc on garde le T. Donc s'il y a un T, on a tendance en breton aussi à garder le T. On va dire évitendut, ce qui est faux. Évidendut. L'acade, aran, mettre, je fais, donc je mets. L'acade, si on écrit avec un T, on aura aussi tendance à dire faussement l'acataran au lieu de dire l'acadaran. Plijus, plaisant, agréable. Si j'écris un S, on va avoir tendance à dire, si je dis le bus arrive, on va dire le bus arrive, ben oui, plijusewa, non, c'est pas comme ça qu'on dit en breton. En breton, on dit plijusewa, 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 c'était plaisant. Et quand j'hésite, vous savez, quand on hésite, il y a E souvent en français, qu'on écrit E-U-H en français, on ne met pas de H en breton, mais ça s'appelle une particule hésitative quand on hésite à dire, alors on dit penose, alors c'est pas penoseux, hein, c'est penose. Donc si on écrit penose avec un S, on va peut-être être tenté de dire penoseux. Ce qu'on entend souvent, malheureusement, c'est penoseux. Par contre, le mot propre, qui est un adjectif, on l'écrit avec un P et ça c'est normal parce qu'on dit propique. Un peu propre, c'est propique. Donc c'est bien un P, ce P-là est normal, mais si je dis c'est propre, on va dire probé. Et il faut connaître les règles quand même. Donc les consonnes finales, il faut faire attention parce que ça peut influencer sur les liaisons. Et il y a un autre problème aussi qui est fait par ce choix de 1902, c'est que en ce qui concerne, par exemple, les substantifs, je vous avais dit que c'était correct. Hein. Claude, ça veut dire la gloire, K-L-O-D, pas de problème, c'est un O long devant un D. Et Clote, c'est un creux sous la berge, on met un T, Cloten, parce qu'il n'y a pas de problème, c'est un O bref devant T. Donc je peux distinguer la longueur par l'écriture. Devant un D, je vais dire un O long, Claude, devant un T, un O bref, Clote. Et je fais la distinction entre les deux mots. Même chose ici. Si je dis devant un G, bag, bago, hein, bag c'est bateau, mais avec un K, on va dire bac, j'ai passé le bac. Même espèce de me bac.
bac, bac, on entend bien la différence, c'est très net. Là, pour les substantifs, pas de problème, c'est correct. Mais par contre, pour les adjectifs, pour tout ce qui n'est pas donc des noms communs, noms propres, et il y a un problème, il y a une difficulté là, parce qu'on écrit actuellement, on peut revenir BRAS. Sauf que, on ne dit pas brasse, on dit brasse. Ah. Or, brasse, avec un A, bref, les Vantais connaissent ça, c'est la pâte à crêpes. Brasse, qui vient du français brasser, évidemment. Hein, brasse, brasse. On écrit pareil. Comment est-ce qu'on va décoder chez l'un et l'autre la longueur de la voyelle? On ne peut pas, c'est pareil. Donc, c'est un vrai problème. Et ici, par exemple, roux, rouge ou bien rousse, on écrit actuellement R-O-U-S. On écrit exactement comme le mot douce, O-U-S. D'accord? Sauf que douce est bien écrit, on dit doucique. Donc, on écrit un S, mais on dit rousique. On devrait rire un Z. Et là, on aurait bien, on pourrait déchiffrer, décoder facilement. R-O-U-Z, devant un Z, le OU est long. Et c'est ce qui se dit. Rousse. Rousse, douce. Rousse avec un OU long, douce avec un OU. Bref, donc il faut changer, bien entendu. Il faut écrire brasse avec un Z, on dit brasique. Et rousse avec un Z, on dit rosique. Là, ce serait clair. Actuellement, ce ne l'est pas. Alors, c'est ce que je viens de dire. Donc, il faudrait écrire ces mots-là qui sont mal écrits actuellement avec les consonnes correctes en fonction de la dérivation. Vous voyez, des mots qui sont dérivés, on ajoute un suffixe pour savoir. Blode, ça veut dire mou. Bloden, c'est la mie. La mie du pain, c'est mou. Donc, on met un blode avec un D, c'est correct. Évite, éviding, évidoute, évidim, c'est avec un D avec tout ça. Hein, alors, il y en a qui vont me dire tout de suite, oui, mais on dit aviton, aviti. Je suis d'accord, on va voir tout à l'heure pourquoi. Pérac, péragang, péragip, demander pourquoi, hein, c'est un verbe breton qui voudrait dire, en français ça n'existe pas, pourquoyer, etc. Kaout, kaoudou. Kaout, c'est un avoir. Quand vous allez chercher quelque chose dans un magasin, vous n'êtes pas content, vous ramenez, on vous donne un avoir. En breton, on dit kaoudou, donc on entend bien un D, donc c'est un D. Eurus, c'est un Z, on dit eurusamante, donc il faut écrire us avec Z. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on écrit des consonnes douces, on peut aussi avoir un K. On dit American, ben, c'est un K. Dominique, il y en a qui écrivent Dominique avec un G, mais non, on dit Dominican. Dominique, c'est avec un K aussi. Par contre, Coric, c'est avec un G. C'est le diminutif breton, ce qu'il n'est pas dans Dominique. Cor, ça veut dire nain. Coric, c'est petit nain. Et corrigande, alors là, on entend le G. Vous voyez, c'est pour ça qu'on écrit ic avec un G, parce que corrigande, on entend le G. Donc voilà, qui veut dire un tout petit nain, un lutin. Donc rouge, rousique et douce aussi qu'on a vu tout à l'heure. Alors, le Perunvan écrit déjà correctement des mots qui ne sont pas des noms. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas logique non plus, parce que la règle n'est pas vraiment suivie tout du long. Alors, il y a des mots qui sont déjà bien écrits. Bah, tant mieux, hein, tant mieux. Tous ces mots-là sont bien écrits. Par exemple, close, closant, rose. On devrait écrire un S, puisque ce ne sont pas des substantifs. Ben non, le Perunvan écrit bien close avec un Z, etc. On ne va pas passer trop de temps là-dessus. Mais bien sûr, ce qui est déjà bien écrit, ben on les garde, évidemment. Alors, pourquoi est-ce que Gilvig Le Goff, dans la grammaire bretonne de 1902, se sont trompés et ne savaient pas, hésitaient sur l'écriture des adjectifs? Eh bien, à cause de ça, ils ne savaient pas ça. Et il a fallu attendre les années 40, mais après 41, malheureusement, le Perunvan, rappelez-vous, c'était en 41. C'est après les années 40 que le chanoine Falhin, François Falhin, a fait l'étude du système consonantique du breton et a compris pourquoi on disait brasique et pourquoi on disait brassade, brasson, brassor, brassette. C'est parce que certains substantifs, excusez-moi, certains suffixes, qui sont tous notés là, s'écrivaient avec un H. Et c'est ce H expiré et non pas aspiré qui fait que la consonne finale, elle est dévoisée, elle devient peut que se cheveux tout le temps. Par exemple, on a vu que pesquette s'écrit avec un D normalement, pesqueden, pesquedus, pesqueden c'est un poisson, pesquedus c'est poissonneux. Mais on dit pesqueta, pêcher. Pourquoi? Ben, pesquedha. Pesquedha, le H expiré a fait que
automatiquement, le D de Pesquet se transforme en T. On n'écrit plus le H, mais on garde le T. Brassat, c'est pareil. On dit brasique, oui, mais brassat devient S. Brassat. C'est la même chose pour brassant, brassor. Et vous avez ici quelque chose qui n'est pas beaucoup utilisé, qu'on entend dans les chansons souvent, qui est un exclamatif. Na brasseux d'une tie, quelle grande maison. Alors, là, vous voyez que le Z de bras qu'on entend dans brasique, eh bien, il devient ce, brasset, brasseux d'une tie. En Trégor, ce et s'est transformé en at, brassa d'une tie. Mais c'est la même chose. Vous avez un autre suffixe qui est un suffixe de longueur. Meute, on écrit meute, ce qui veut dire le pouce, avec un D, parce qu'on dit meudic, petit pousset, hein, meudic. Mais on dit meutette, ou qui est devenu d'ailleurs meutate en qualité. En Vantais, on dit toujours meutette. Et qu'est-ce que c'est meutette? C'est meute hit, c'est-à-dire pouce de long. HED, ça veut dire longueur, hein, hit à hit, ça veut dire tout le long d'eux. Meute hit, le H est parti, mais le D s'est transformé en T. Donc ces 6 suffixes-là, il ne faut pas les mettre pour savoir comment on écrit la consonne finale d'un mot, parce que ça va toujours être peut-être que ce cheveu. Et vous avez ici aussi les 3 supplémentaires qui vont faire 9 en tout, qui sont les suffixes qu'on trouve dans les prépositions conjuguées. Là. Évite, c'est facile à comprendre. Évite, hi. Évite, on dit évite avec un D parce qu'on dit évidon, évident. Oui, mais quand c'est hi, devant hi, évite, hi, eh ben ça devient éviti. C'est pareil pour évite, he, qui est toujours vivant en pays pour l'être. Hein, on dit he. Hezo arrivet, ils sont arrivés, ils sont arrivés. Eh bien, évite, he, ça fait éviter, éviter. Il y a aussi évito, qui est une autre forme. Et évitant, on n'entend plus l'H, mais il y avait un H aussi dans ce mot. Vous voyez les 9 suffixes durcissants. Ça, on ne savait pas ça en 1902. Donc maintenant, on le sait, il faut en tenir compte. L'influence du H, on le retrouve dans Kikafars, par exemple. On voit bien no, sa, D, et puis hit que je disais tout à l'heure. Donc, meudic, meute avec un D, mais meute plus et, ça fait meutate. Meutate ou meutate, on l'a vu tout à l'heure. J'ai déjà expliqué ça. J'avance un peu. Alors, on a vu le principal, c'est-à-dire les consonnes finales. Il faut rectifier ça. Il faut que tous les mots bretons, quels qu'ils soient, adjectifs, prépositions, adverbes, infinitifs, etc., on les écrive selon la dérivation, c'est-à-dire qu'on ajoute un suffixe neutre, et à ce moment-là, on voit comment ça s'écrit. Et à ce moment-là, le purunvant devient logique. On écrira blot avec un D, donc on saura qu'il faut dire blot et non pas blot, parce que BLOT, ça devrait se prononcer comme clot. Or, on prononce blot, donc c'est un O long, donc c'est devant un D, puisqu'on dit bloden. Mais il faut savoir quelque chose d'autre, c'est que on n'en a pas fini avec ces 2 sortes de consonnes. Donc vous avez en rouge ici les consonnes qu'on dit les consonnes voisées parce qu'elles font vibrer les cordes vocales et celles-ci ne le font pas. Donc c'est les consonnes dures ou les consonnes non voisées. Si je dis p, t, k, s, ch, f, je ne sais pas si vous entendez, sans prononcer de E, parce que si vous ajoutez un E, ça fait une voyelle, donc ça ne marche pas. Eh bien, les cordes vocales, si vous mettez votre main sur votre gorge, ça ne vibre pas. Alors que si vous dites eh bien, vous allez sentir que ça vibre. Et d, c'est pareil, et g, et z, etc. Donc ça, c'est très important parce que rien que ces vibrations des cordes vocales ou non-vibrations des cordes vocales, ça permet de faire des mots différents. Par exemple, en français, on dit un bond, j'ai fait un bond de 3 mètres, un bond, j'ai fait un bond sur le pont. Rien que ça, eh bien, ça permet de distinguer 2 mots. Donc c'est très important. Et en breton, on passe en permanence de la série rouge à la série noire, que ce soit pour les mutations ou pour les liaisons ou pour les choses comme ça. Donc, il faut vraiment savoir dans quel système on est. Est-ce que c'est des consonnes
voisées qui vont fonctionner ou des consonnes sourdes. En finale absolue, par exemple, c'est toujours peut-que ce cheveu. En liaison, c'est bedegue ce cheveu, etc. Un trait important, c'est que en fait, si je reviens en arrière, quand on groupe des consonnes, elles se regroupent par affinité. C'est-à-dire que, en fait, si je groupe des consonnes, que je les prononce, on peut écrire bien sûr un peu avec un 2 si on veut, mais quand on les prononce, elles vont se prononcer ou bien toutes noires ou bien toutes rouges. Je veux dire que si on prononce dans le groupe une consonne voisée, l'autre va être voisée aussi. Même si elle s'écrit, même si on écrit un T, les deux vont être voisés. Et on va voir pourquoi, ou comment plutôt. Quand on fait un signe qu'on appelle quelqu'un et qu'on dit psst, on a 3 consonnes non voisées. Si je dis copte, les deux sont non voisées aussi. Pte, ben elles s'écrivent, il n'y a pas de problème. Taxi, par exemple, c'est xe. Observez, on écrit un be qui est voisé avec un S, mais on n'entend pas be, se, on entend pse, observez. En breton, absolven, qui veut dire absolution, eh bien on écrit BS, mais on dit pse. Je reviens sur le mot observer. En français, on dit pse, mais regardez en anglais. On écrit tout. On a l'impression que c'est écrit pareil qu'en français, mais seulement en anglais, on dit to observe. BZ. Je reviens en arrière. BZ, ce sont des consonnes voisées toutes les deux. Alors qu'en français, on dit observer, c'est des consonnes noires toutes les deux. Donc vous voyez, on aligne sur le trait comment dire, de vocalisation, ou bien c'est voisé, ou bien c'est pas voisé. Ce n'est pas voisé, je veux dire. Le X, bah le X peut être prononcé ou bien xe, comme dans taxi, ou bien xe, comme dans examen. Mais dans taxi, on a 2 consonnes non voisées, alors que dans examen, on a 2 consonnes voisées. Ça, c'est un trait important à savoir. Alors, les liaisons, donc je vous avais dit tout à l'heure que c'est à peine, c'était pas enseigné en breton, c'est très important parce que en breton, les liaisons, donc il y en a plus que de mutations, je vous ai dit, et on les fait devant des voyelles et on les fait aussi devant LMNR et devant WY. Ça, je parle en général, hein. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, puis d'un dialecte à l'autre, ça peut changer, mais globalement, c'est ça le système. Or, quand on veut enseigner, il faut enseigner des choses simples. Donc, en français, les liaisons, c'est une usine à gaz. J'en ai parlé dans le livre précédent qui s'appelait Bien prononcer le breton d'aujourd'hui, les liaisons, et compare le système français des liaisons au système breton. Le français est vraiment très compliqué, question liaison. En breton, c'est plus simple. En breton, devant une voyelle, devant LMNR, devant WY, on entend be de gueuse je veux. Voilà. Donc on va dire probé, togru, phasian. Donc globalement, c'est comme ça. Alors, dans les mots composés qui ont un trait d'union, par exemple, on a déjà tenu compte des liaisons dans certains cas, dans le Perunvan. On écrit Aendal, par exemple. Ent, hens, chemin, c'est avec un T, on dit hentau. Mais pour inciter les gens à bien dire Ahendal et non pas Ahental, on écrit un D. Hein, en Vantes, c'est Ahenderal. On écrit aussi un D. Kemendal, c'est pareil. Kemen, c'est avec un T. Or, on écrit avec un D. Là, on modifie l'orthographe pour aider les gens à bien prononcer. Ce n'est pas toujours le cas, par exemple, dans Congléon, par exemple, qui veut dire le conquet, on écrit conque avec un K, ce qui est normal, mais il faut savoir la règle, il faut la connaître. Devant un L, on dit Congléon. Libraire, un lèche-cul, en breton, se prononce comme le français libraire, quoi, à peu près. C'est pour ça que ça faisait rire les élèves à l'école dans le temps. Treut, alors lib est bien écrit, hein, parce qu'on dit lipat, mais ça se prononce devant un R, on dit libraire. Treut, par contre, est mal écrit parce que treudic, donc on devrait écrire avec un D. Si on écrit treut escarme, on a des chances d'entendre treut escarme, ce qui est faux, on doit dire treut escarme. Donc mieux vaut écrire le mot correctement
avec un D puisqu'on dit treudic, et on aura directement la consonne qui va s'entendre en liaison. C'est ça qui est important aussi. Quand on peut, c'est pas toujours possible. Abep eil, ah bah on écrit Peb avec un P en péruvien actuel, mais on doit dire Abebeil. Là, il faudrait mieux l'écrire avec un B, comme le fait d'ailleurs, comme on peut le faire. Il y a des systèmes qui le font, l'interdialectal le fait. Dans le dictionnaire de reparcement, on trouve alors dans des mots composés sans trait d'union. Quand il y a un trait d'union, on voit que c'est un mot composé. Quand il n'y a pas de trait d'union, si on ne connaît pas le mot, ben, on peut avoir des problèmes pour savoir si c'est un mot composé ou non. Dans le mot drouglivant, par exemple, qui veut dire pâlir, eh bien, on peut savoir que ça vient de drouk plus livant. Oui, mais devant un L, de toute façon, il faut dire drouglivant. Et en plus, drouk, normalement, on devrait l'écrire avec un G, puisqu'on dit drougou. Ça vient de la règle de 1902 qu'on écrit drouk avec un K. C'est une erreur de l'écrire ici avec un K, parce qu'on va inciter les lecteurs à dire drouklivan. Ce qui n'est pas breton, c'est drouglivant. Même chose pour drouglouzo, drouglouzou, on devrait écrire avec un G. Et pareil devant W et devant Y, hein, drouguiskang, drougioul, etc. On devrait écrire tout ça comme on écrit Drougaël. Reparsement a écrit Drougaël. Pourquoi ne pas écrire aussi Drouguiskang avec un G? Oui, tout ça, c'est illogique, quoi. Et ça entraîne des mauvaises prononciations. Alors, je vais continuer un petit peu. Il y a aussi des mots dans lesquels le breton a ses propres règles. Vous savez que Israël, en français, se prononce Israël. Regardez dans le petit Robert, vous verrez ISR hein, en phonétique. Mais les Bretons ne disent pas comme ça, ils disent Israël. Ils disent Islam. Et vous n'avez qu'à poser la question aux Vantais, aux gens du coin, comment vous prononcez le mot dont la capitale est Jérusalem. Vous écoutez bien, la plupart des gens, si c'est des gens âgés en particulier, parce que chez les jeunes, on commence à avoir la prononciation française, Israël, hein. Mais les Bretons disent facilement Israël, plutôt islam, cosmos, technique, un technicien, communisme. D'ailleurs, les Russes eux-mêmes, qui ont connu le communisme, ils savent bien ce que c'est, ils écrivent communisme avec un ZM, hein, comme les Bretons devraient l'écrire. Il faudrait écrire communisme, parce que sinon, on va dire communisme à la française. Les Anglais, je vous signale qu'ils écrivent SM et ils disent communism. La prononciation correspond aussi à cette écriture du breton. Tourisme, c'est pareil, ou bien touristerer, si vous voulez. Et c'est pareil pour le mot Atlantique. Les Bretons ne disent pas Atlantique, hein, et écoutez bien ce qu'ils disent l'océan Atlantique. Atlantique, on devrait écrire Atlantel en breton avec un D. Vous voyez des choses qu'il faut savoir. Je vais me dépêcher et je vais peut-être m'arrêter là. Il y a des choses, il y a encore à dire, mais bon, on le verra peut-être dans les questions. Alors, on dit le Perunvan. Moi, je veux bien le Perunvan, mais il faut savoir que la finale du pluriel qu'on écrit IEN aujourd'hui, hein, on écrit diunérienne par exemple, ce n'est pas du Perunvan. Parce qu'en 1941, c'est Ion qui avait été retenu. C'est Frances Kervella tout seul, dans sa grammaire qui s'appelle Iadurbrás Orbrezonek, grande grammaire du breton, qu'il a édité en 1947, donc 6 ans après le Perunvan, il a décidé tout seul de garder Ion et de laisser tomber le Ion. Voilà, c'est marqué page 4 de sa grammaire. Ben oui, mais bon, Ion, c'était pour tenir compte du Vantais, et puis ça correspond aussi au pluriel gallois et cornique, il n'y a pas de raison d'écrire Ion. Tout le monde devrait, d'écrire Ion, je veux dire, tout le monde devrait écrire Ion. Ça, c'est du Perunvan. Alors, quand on dit Perunvan, moi, je veux bien, mais déjà, commençons par garder les règles qui avaient été décidées par tout le monde à ce moment-là, et on pourra avancer. Bon, ça, c'est aux Vantais aussi à défendre leur beefsteak, hein. Moi, je donne des arguments aux Vantais, là. On pourrait aussi continuer avec le W final. Il y a des gens qui le proposent. Ça avait été proposé et tout le monde était d'accord là-dessus dans les années 70, hein, d'écrire ça. Mais dans les années 70, on avait dit, oui, mais même si on écrit BE,
comment dire, avec un W, on écrit le V au milieu parce que au milieu, on entend aussi B, vent, etc. Bon, je pense que le travail qui avait été fait dans les années 70 c'était un bon boulot. Moi, je veux bien qu'on change ça, mais c'est pas dérangeant tellement d'écrire un W à la fin des mots, puis à l'intérieur de garder le V. Hein, c'est pas, pour moi, c'est pas un problème. On peut très bien changer des mots. Hein. Le dictionnaire de reparcement, il a déjà changé pas mal. En voici quelques exemples. Croesen dans reparcement, Carrefour s'écrit Croesen avec un Z. C'est pas ZH, hein, attention, c'est un Z, Croes, qui veut dire croix plus chemin, croix des chemins, Carrefour. Quoi, hein. Aujourd'hui, regardez bien sur les ronds-points, vous verrez écrit Croesen comme ça. Moi, je trouve que c'est bien parce que c'est Croissant qu'on doit dire, comme croissant. C'est pour ça que les Français écrivaient croissant au lieu de Croissant Carrefour. Quoi. Alhué avec un Z, ils ont changé aussi. Kleien, Kleisen, cicatrice, on met un ZH maintenant parce qu'en breton on dit Kleien. Préfetti dans repartiment avec 2D, préfetti est plus correct et on l'écrit comme ça maintenant sur le modèle de manati, abati, etc. Scamben, scan, écrit comme ça, on ne sait pas que ça vient de scan léger, on a rétabli le V, scan. Hein. Donc, on a déjà changé des mots dans le Perunvan, et moi je trouve que c'est très bien, mais il y en a encore d'autres à mettre, ne serait-ce que pour intégrer le Vante, comme HU qui ferait la synthèse entre les deux HU et CHU, Kenny que j'ai déjà parlé, Hani avec un E parce que le E peut se prononcer A ou I si on le ferme, donc Hini, on pourrait écrire comme ça pour aider le Vante aussi, il n'y a pas de raison. Quoi. Klechir, il y a un H, on entend Vante, Klechir. Siminal est une erreur, hein, ça vient de camina, un que latin ne fait jamais ce, hein, ça fait ch, chiminal, comme on prononce notamment chez nous, cheminal. Et square ici, c'est pas OU parce qu'on dit squarm, tout le monde dit squarm, et Vante aussi, mais on dit pas square en Vante, on dit chuir, donc c'est pas OU, c'est SKW qui peut se prononcer che. Yang est avec un I, on le trouve en gallois, hein, et on le trouve en cornique. Donc le Vante a gardé la forme celtique. Il faudrait rétablir le I. Hein. Voilà, bon. Je vais m'arrêter là, je vais laisser les questions parce que juste ici, alors je finis quand même là-dessus, il y a eu beaucoup d'affiches qui ont été mises dans les écoles à un moment. Moi, j'avais proposé qu'à la place de housse, on écrive douce avec un D parce que, comment dire, dour, D-O-U-Z-H, est proche de dor. Alors, certains avaient préféré garder la forme d'or à côté de la forme housse, donc garder deux formes. Eh bien, comment dire ça, malheureusement, tant pis pour nous, parce que juste après, ont été éditées les affiches housse et le Vante est exclu, puisque le d'or n'est pas marqué dans housse. Voilà, on va s'arrêter là, parce que sinon, il n'y aura pas le temps pour les questions. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on pourra faire des stages ou d'autres conférences, si vous voulez. Voilà, on va s'arrêter là. Merci Jean-Claude. Donc, j'ai quelques questions, j'ai 2 questions déjà, donc n'hésitez pas, hein, chacun, vous pouvez encore écrire des questions. Donc, la première est au sujet du gallo. Donc, comment le gallo est passé de patois français à langue de Bretagne en quelques années? Y a-t-il un variant politiquement correct derrière cela? Donc, la question concerne le gallo, c'est ça? Alors, le gallo est parlé en Ille-et-Vilaine, et puis jusqu'à Nantes, et puis, comment dire, dans la moitié des Côtes-d'Armor et la moitié du Morbihan. C'est un dialecte roman, tout simplement. Le français aussi était un dialecte roman, seulement les rois, il s'est trouvé qu'ils se sont trouvés en Île-de-France et ils ont créé l'académie, etc., etc. Et ils ont imposé leur dialecte à toute la France à partir de là. Mais c'est un dialecte roman, donc dans le gallo, on entend des racines latines et des racines celtiques. C'est un peu un mélange entre le breton et puis le latin, si vous voulez. C'est une des langues de Bretagne, hein, voilà. Elle est plus proche du français, bien sûr, que le breton, qui est plus proche, lui, des racines celtiques comme le gallois ou le cornique. Mais comment c'est devenu une langue de Bretagne? C'est ça la question? Oui. Tout simplement parce que c'est parlé en Bretagne, voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Comme le breton est parlé en Bretagne, le gallo est parlé en Bretagne. Et il y a des mots qui sont communs au breton et au gallo. Par exemple, le mot buc,
Buc, j'ai été chercher des bucs, je me rappelle à l'école, un élève qui avait écrit dans sa rédaction, j'ai été chercher des bucs. Buzuc, buhuc, c'est des vers. Pour aller à la pêche, il avait été chercher des vers de terre et il avait mis, j'avais marqué des bucs. Mais ça, c'est un mot voilà, qui est intermédiaire entre le breton et le celtique. Donc, c'est aussi une langue intéressante. Voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. D'accord. Trugares. À moins qu'il y ait une autre question pour préciser la. Mais je ne suis pas un spécialiste du gallo, hein, quand même. Hein. Donc là, j'ai une autre question concernant le Purunvan. Pourquoi dites-vous que le Purunvan est devenu officiel précisément en 2009? Quel a été l'événement déterminant qui se serait produit en 2009 pour justifier cette date? À ma connaissance, Diwan a choisi officiellement le Purunvan dès 1987 lors de l'Assemblée générale de Diwan à Plestin. Bonne question. Alors, effectivement, Diwan a fait avec le Purunvan, je ne vais pas dire dès le début, parce qu'au début, je me rappelle très bien qu'au début, c'était l'interdialectal qui avait été pris, et je me rappelle qu'il y avait des, comment on appelle ça, des peksun, comment est-ce qu'on dit ça en français, je ne sais plus. Hein, des autocollants. Autocollants, merci. Derrière les voitures, et c'était écrit « évite ». Et c'était écrit E-W-I-D, comme l'écrivait l'interdialectal à l'époque. Et ça, effectivement, ça a été changé après. Et comment dire, les écoles d'Iwan ont adopté le Purunvan. Mais ce n'était pas vrai pour les autres filières. Moi, j'ai été un instituteur de classe bilingue. Moi, à l'époque, je fonctionnais avec l'interdialectal. Donc, c'est en 2009, en fait. Moi, je mets ça en 2009 parce que je pense que c'est parce que l'inspecteur, je ne sais plus son nom, avait décidé d'unifier un peu tout ça. C'est normal parce que TES faisait du matériel pédagogique pour les écoles d'Iwan, les écoles catho, les écoles publiques en breton. Donc, il fallait bien avoir une orthographe commune. Et jusqu'alors, chaque instituteur, chaque professeur d'école faisait comme il pouvait, avec l'orthographe qu'il avait. Mais à cause du matériel pédagogique, on était obligé de régulariser. Et ça a été fait en 2009, ou en tout cas aux alentours de 2009. C'est pour ça que je cite cette date-là. Merci. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Non. Ben, on peut peut-être continuer un petit peu à ce moment-là s'il reste un peu de temps. Il reste 5 minutes. Oui. Pour les vantais. Alors, vous voyez, je parlais tout à l'heure de cette affiche donc, qui laissait le vantais en dehors, mais pas seulement, parce que le mot « ous », par exemple, qui est la forme littéraire aujourd'hui du breton pour dire « à » ou bien pour « vers »,« envers »,« contre », etc. Ici, ça veut dire « à table hein, », bien sûr. Ce mot-là est très minoritaire dans le breton parlé. Alors, comme on parle justement des dialectes à la langue écrite, le mot « ous », il est surtout populaire, si on veut, autour de Saint-Paul-de-Léon. Mais dans les autres domaines bretonnants, on a des formes qui commencent par « d ». Alors, en vantais, c'est « dor », mais on entend aussi « deus ». On entend DEUS, enfin on verra tout à l'heure, mais ce n'est pas DEUS, hein, c'est une forme inaccentuée de douce, qu'on pourrait écrire comme ça. D'autres disent dar, der, etc. Et on pourrait très bien l'écrire comme ça. D'ailleurs, il y en a qui l'écrivent comme ça. Moi, je l'écris comme ça. C'est une forme synthétique, si on veut, et dans laquelle il n'y a pas besoin de garder d'or. Comprenez? On n'a pas besoin d'écrire d'or si on écrit. Parce que il y a un ZH, donc on peut dire dour. Ben, entre dour et d'or, franchement, il n'y a pas grande différence. Et c'est un mot qui sort tout le temps, on sait ce que c'est. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Hein. Dourtol, si je dis dourtol, plus que dortol, quelle différence? C'est vraiment minime, ça ne compte pas. Ça, c'est un pet de lapin, hein, comme dirait Elbert Baucher. Alors, par contre, il faut tenir compte du vantais aussi. Par exemple, le vantais, pour dire l'hiver, il dit gouillant. En Purunvan, pardon, on écrit gohan. Mais on peut très bien faire une synthèse en prenant le ou du vantais et dire gouan, pas d'or gouan. Comme ça, on est proche aussi de gouillant. On laisse tomber le i, mais on s'approche.
quelquefois, il manque des lettres qu'on entend dans certains dialectes. Par exemple, en vantais, pour dire accoucher, il va voir que c'est intéressant. Actuellement, la forme pour une vente, c'est guiliuding. On ne sait pas ce que ça veut dire. En vantais, c'est gulvouding. On ne sait pas non plus ce que ça veut dire. Mais si on fait la synthèse entre les deux et qu'on met le V, on comprend. En fait, guili, c'est guélé. C'est-à-dire le lit, la couche. Qu'est-ce qu'on dit en français? Accoucher. Ça veut dire l'enfant naît sur la couche. Eh bien, guili-vouding, vouding, c'est le verbe venir être sur la couche, si vous voulez, accoucher. C'est beaucoup plus clair. Et là, on fait la synthèse entre le gulvouding, la forme vantaise, et guiliuding, la forme, on va dire, KLT. Donc, il y a des mots comme ça qui restent en chantier et qui sont bien. Bon, geste, il n'y a pas de R là-dedans, hein, étymologiquement parlant. D'ailleurs, en vantais, on dit gesto. Hein, donc, il n'y a pas de raison d'écrire sous prétexte que certains disent gestrou. C'est un parasite. Creuse, alors là, c'est un mot qui se prononce de plein de façons, Kleus, Kruis, Creur, etc. Mais ça vient du gaulois Crosus. Bah, il y en a qui écrivent Creuse, hein, c'est près du gaulois, et puis c'est bon. Vous voyez, c'est des formes standards un peu qui sont moyennes, quoi. Méline. Méline, c'est une forme qui est vantaise, pas seulement vantaise d'ailleurs. Hein, dans le sud Cornouailles, on l'entend aussi, peut-être même plus loin, plutôt que Miline. Parce que étymologiquement parlant, il est préférable de mettre un E. Men, que le Purunvan l'écrit avec N-E-N, M-E-N. Oui, mais ça, c'est à cause du vantais qui ne savait pas écrire deux N, les vantais. C'est drôle, mais c'est comme ça. En tout cas, il y a deux N à men, et non pas un. C'est une erreur. Pourtant, dans la région de Languidic et de Beau, quand il y a un seul N, on entend un, on dit une dinde, je ne sais pas si ceux qui m'écoutent ils comprennent ça, mais on dit une dinde, on dit tréman, pourman, etc. C'est le signe qu'il n'y a qu'un seul N. Mais par contre, on dit souben, là il y a deux N. Et il y a des mots comme ça où il faudrait mettre deux N, parce que comme ça, men, on dit aussi azen, et on ne dit pas azan, on dit baden, on ne dit pas baden, etc. Là, il y a deux N. On le sait par le dialecte qu'on entend dans la région de Bolo-Yédic. Là, c'est très clair. Meeting, il n'y a pas de N. Minting, c'est un N parasite aussi. Meeting, matutinas en latin, il n'y a pas de N là-dedans. Peur. Alors là, c'est un mot vantais enfin 20 et plus, mais peur pour dire la paix, qu'on écrit peor et qu'on prononce souvent peor en léonais, mais normalement ça vient de pax latin et le A latin il fait E en breton. Scala par exemple fait skeul, et ben pax fait peur, voilà. Alors juste maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà la tête du Purunvan modifiée si on mettait en place ceux que j'ai brossés là, en rouge, vous voyez, là ça c'est Claudie Malnoé qui est la directrice de Stumdi, dans un numéro de Ya, et j'ai copié cet article, et voilà ce qui changerait. Franchement, ce n'est pas une révolution. Hein. Donc on écrirait Braz avec un Z parce que c'est un A long, Eus Brest avec un Z, Araug c'est un G, Araugen, on dit Araugen. Bon, Divisout c'est un infinitif, on met un D, Labourat c'est pareil, Trizek, on met un G. Vous voyez, c'est vraiment des bricoles, quoi. Évite avec un D, Bras c'est logique, et on retrouve tout le temps les mêmes, quoi. Vous voyez, Kenik, etc. Disons Loing. Voilà, bon, ça ne change pas grand-chose. Hein. Et là, c'est une histoire contée par Daniel Carré. Là, c'est plutôt 20 thèmes, mais j'ai modifié ce qui doit être modifié. Oui, c'est vraiment des bricoles, quoi. C'est vraiment des bricoles. Donc, je vois pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus, parce que, si vous voulez, il y a quelquefois, quelquefois, la finale, elle influe sur la liaison. Par exemple, et là, le DL, c'est normal, hein, devant un L, on adoucit, mais ici, c'est la liaison. Et l'arrêt d'arrione, si j'écris l'arrêt avec un T, vous avez une tendance à faire comme en français, quoi. Hein. On a tout de suite la bonne consonne. C'est pas possible tout le temps, hein, mais ici, gut, c'est pareil, gut, c'est avec un D, un Göder Mirciet, quoi. Hein. Vous voyez?
Et si je reviens sur l'autre, c'est pareil. Montelabura de Brezonek, quoi. Hein. Trisegvla, ça fait hop, 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 Davela, d'olive, et on a la bonne consonne tout de suite. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Non, 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 je n'ai pas Ben, d'autres. on a fait le tour de toute façon, hein, j'ai l'impression. Oui. Donc, ben voilà, c'est ce qu'on propose. Alors, il y a bien sûr dans le livre, il y a plein d'autres aspects qui sont pas. Là, c'est juste, on a brossé ça. Mais la première chose qu'il faut faire pour que le Peur une Vonne soit logique, c'est-à-dire qu'il soit cohérent avec l'enseignement des 4 règles, c'est qu'on règle le problème des finales. Ça, c'est sûr. À partir de ce moment-là, le Peur une Vonne est cohérent et on peut enseigner les 4 règles sans problème. Notamment, ça facilite les liaisons. Et puis, la règle numéro 2, qui est la longueur des voyelles, eh bien, on peut faire le distinguo entre brasse avec un Z et brasse avec un S, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous voyez? Voilà ce que je tenais à vous dire. Mais une langue, c'est vaste. Donc, il y a toujours des choses qui restent et on peut toujours améliorer ça, quoi. Ceux qui veulent voir comment on écrit avec les propositions que j'ai faites là, s'ils sont abonnés à IA, la rubrique cinéma, dans la rubrique cinéma, j'écris, comme je l'ai dit là, jusqu'à présent, j'avais dit au directeur de la publication, Yann Fanchak, je lui ai dit, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui trouvent ça enfin, drôle ou incorrect, tout ça, fais-moi savoir. Jusqu'à présent, personne ne s'est plaint parce que ce n'est pas compliqué, je veux dire, ça ne pose pas de problème, quoi. Évite avec un D, tout le monde le reconnaît, puisque quand on dit évidonne, quand on écrit évidonne, on le voit. Donc, c'est pas une révolution, vous voyez. Mais par contre, c'est important pour la prononciation notamment. Merci beaucoup si vous êtes resté jusqu'au bout. Et puis, bonne chance à vous. Kenavo. Merci Jean-Claude et merci à tous d'avoir suivi cette conférence qui sera visible aussi sur notre page, notre chaîne YouTube et sur la page de Tiarbro. Voilà, merci. Kenavo dehors. Salut, Anne-Claire. Salut.